Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Blais. Je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'UQAM. Bienvenue à cette première conférence de 2026, en fait, de notre cycle 2025-2026. J'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année et vous présenter nos personnes conférencières, Michael David Miller et Pascal Langlois, donc qui vont aujourd'hui nous parler de Wikipédia comme levier de transformation pour les communautés d'ES LGBTQA+. Michael David Miller est président chez Wikimedia Canada et bibliothécaire agrégé en littérature française et études LGBTQ à la Bibliothèque des sciences humaines et sociales de l'Université McGill. Il s'intéresse notamment au rôle des bibliothécaires et des bibliothèques pour combler les fossés de contenu sur le Québec, les femmes et les personnes LGBTQ+, dans les projets Wikimédia francophones, notamment sur Wikipédia. Et Pascal Dangois est responsable de programme pour Wikimedia Canada, où elle travaille à une meilleure représentation et intégration des personnes historiquement marginalisées dans l'écosystème Wiki à travers différents projets, partenariats et programmes. Pascal a aussi une vaste expérience en administration de projets, en enseignement et en recherche. Il travaille sur des projets Wikimedia depuis 2022. Michael et Pascal, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Pour information, on va prendre les questions à la fin de la conférence, donc euh, on aura une période de questions. Je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Bonjour, merci de nous donner cet espace et ce temps pour discuter de Wiki comme vecteur de changement pour représenter les communautés d'ES LGBTQA+. On est vraiment content et contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense pas que moi j'ai besoin de me représenter. Je pense que vous avez fait pas mal le tour pour moi. Michael aussi, c'est bon. Oui, c'est parfait. Ah, donc ça veut dire que je commence tout de suite. Eh bien oui. Donc, Pascal et moi, on voulait vous faire une sorte de une présentation très rapide des différences entre Wikimedia et la Fondation et Wikipédia. Parce que souvent, le monde se demande c'est quoi la différence entre Wikimedia et Wikipédia. Donc, la Fondation Wikimedia, c'est l'organisation qui s'assure que les lumières restent allumées. Pour faire vraiment simple, c'est eux qui font une collecte de fonds chaque année, c'est eux qui s'occupent des serveurs. Ils ont aussi des programmeurs qui essaient de faire des petites mises à jour pour rendre Wikipédia, par exemple, plus convivial. Et là, Wikimedia Canada fait partie de la Fondation Wikimedia. On est le chapitre national au Canada qui soutient les projets du mouvement Wikimedia et des savoirs libres d'une manière plus globale. Et donc, le mouvement Wikimedia, ça comprend en fait l'ensemble des projets, Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource, etc. Et les gens qui contribuent à ces projets, que ces personnes aient ou pas une affiliation avec un chapitre comme Wikimedia Canada. Donc, une fois que vous commencez à contribuer à des projets Wikimedia, vous faites partie effectivement du mouvement Wikimedia. Parfait, on peut continuer. Et donc, le projet phare qui fait partie des projets Wikimedia, c'est le projet encyclopédique Wikipédia, qui a été fondé le 12 janvier en 2001 en anglais et le 11 mai 2001 en français. Donc, on va bientôt fêter les 25 ans de la Wikipédia francophone et on vient de fêter les 25 ans de la Wikipédia anglophone. Donc, ça, c'est fou d'y penser que ce projet existe depuis 25 ans. Donc, je me demande s'il y a des gens sur l'appel qui ont moins de 25 ans ou qui sont très proches de cet âge-là. Ça veut dire que vous avez effectivement grandi avec Wikipédia. Il y a plus de 64 millions d'articles Wikipédia repartis dans 342 langues différentes. C'est encore, malgré la montée de l'IA générative, c'est encore parmi les sites web les plus visités au monde. Je crois que c'est le 10e site web le plus visité. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est le site web à but non lucratif, le seul site web à but non lucratif qui apparaît dans le classement des sites web. Il y a des milliards de vues par mois. Pascal en parlera tout à l'heure de la consultation des pages Wikipédia, mais c'est quand même une site web extrêmement consultée et c'est la source d'information la plus utilisée, euh, au moins encore. Il faudra que je regarde les données sur l'IA là, pour voir, mais encore Wikipédia, c'est la source d'information la plus grande. On peut continuer sur les 5 principes fondateurs.
Donc, je crois qu'on est arrivé après 25 ans où la plupart des gens est au courant du fait qu'on ne peut pas écrire tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Il y a quand même des règles et l'ensemble des versions linguistiques, parce que je vous en ai parlé de 342 versions linguistiques de Wikipédia, l'ensemble de ces versions linguistiques se reposent sur 5 principes fondateurs. Donc, le premier, c'est l'encyclopédisme. Ça veut dire que le but de Wikipédia, c'est de faire le résumé de l'ensemble des savoirs connus de l'humanité. Donc, c'est pas un endroit pour les travaux inédits. Ça, donc c'est un chercheur n'a pas encore publié ses travaux dans une revue scientifique ou dans une monographie scientifique. Cette information, jusqu'à temps où ça devient des sources secondaires, n'a pas sa place dans Wikipédia parce que ça fait le résumé de ce qui existe déjà. Il y a le principe de neutralité. Et ça, je crois que c'est plutôt moi, je l'interprète plutôt comme une principe d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faudra faire le résumé de l'ensemble des points de vue sur un sujet donné. Et donc, l'exemple que j'aime beaucoup donner, c'est sur, par exemple, on a un auteur préféré ou une autrice préférée qui vient de sortir un ouvrage. Nous l'adorons. On trouve ça génial, mais les critiques du Devoir n'ont pas aimé et les critiques de la presse étaient un petit peu plus mitigées. Donc, il faudra qu'on accepte que dans un article de Wikipédia, même si c'est notre auteur préféré, qui va avoir peut-être des avis contraires aux nôtres. Toutes les pages Wikipédia pour le troisième principe fondateur reposent sur une licence libre, c'est-à-dire que c'est une licence CC-BY, c'est Creative Commons. Tout le monde peut l'utiliser, le remixer. Il faudra simplement citer euh, euh, que l'information originale venait de Wikipédia. Ensuite, il y a le savoir-vivre, et ça, c'est en fait juste pour rappeler aux gens, il faut être respectueux envers l'un et l'autre. Et finalement, la souplesse des règles. Donc, dans chaque version linguistique, il y a beaucoup de règles qui gouvernent le fonctionnement interne des Wikipédias différentes, ce qui est considéré comme un sujet notable sur la Wikipédia francophone n'est pas peut-être un sujet notable sur la Wikipédia italophone, par exemple. Donc, mais les seules règles qui sont fixes sont ces 5 principes fondateurs ici. Mais sinon, en général, toutes les règles qu'on retrouve aujourd'hui peuvent être modifiées selon la volonté des contributeurs parce que Wikipédia fonctionne comme une démocratie directe. Alors, on peut continuer vers la Wikipédia francophone plus spécifiquement. Donc, on sait que c'était fondé le 11 mai 2001. Techniquement, maintenant, il y a un petit peu plus de 2,7 millions d'articles en français. Il y a à peu près 1,5 milliard de consultations par mois. Et ça, c'est des données qu'on est allé chercher en 2025. Il y avait à peu près 31 millions de consultations en février 2025. C'est le 8e site web le plus visité au Canada il y a un an. Et donc, ça reste quand même assez important dans la francophonie. Et malgré le fait que ça n'a pas les mêmes consultations que l'anglais, c'est quand même une des Wikipédias les plus consultées dans le monde. Et Pascal, je te passe la parole. Merci. Alors, pourquoi en fait est-ce qu'il faudrait se soucier de Wikipédia et de où ça s'en va et c'est quoi le contenu dans Wiki? En fait, c'est parce que Wiki, c'est un petit peu une représentation de, de l'intérêt, des passions, des connaissances de la population mondiale. C'est aussi une bonne représentation des relations de pouvoir et de la distribution du savoir. Donc ici, on a une image de géolocation d'articles en anglais sur Wiki. Donc, tout le contenu anglophone qui est géolocalisé, on voit qu'il y a même du contenu anglophone dans des pays ou dans des géographies qui ne sont pas nécessairement anglophones. Puis quand on compare avec, par exemple, tout ce qui est géolocalisé avec des articles dans des langues arabes, ben, on voit que vraiment, il y en a beaucoup moins. Euh, Puis pourquoi c'est important? Ben, déjà, on peut voir quand même assez clairement qu'il y a une emprise quand même anglophone sur le contenu des connaissances sur Wiki. Puis là, si on continue, parce on peut commencer à ventiler les données puis aller voir un petit peu toutes les différentes données, à quoi ça ressemble, ben, on peut regarder le biais de genre. Le biais de genre sur Wiki, c'est comme pour tout autre média ou canal de communication euh, en, mondialement. C'est un enjeu qui est bien documenté. C'est qu'il y a vraiment un biais de genre sur Wikipédia, comme on le voit dans les articles médiatiques, dans les nouvelles, tout ça. On note par contre une lente progression vers une meilleure représentation des femmes
Par exemple, en 2024, on parle de 20% des biographies sur la wiki francophone qui concernaient des femmes, contre seulement 18% en 2020. Donc, en 4 ans, il y a quand même eu une petite augmentation de 2% de biographies en langue française consacrées aux femmes. Au moins, ça recule pas. C'est pas encore idéal, mais la progression monte parce qu'il y a des initiatives comme par exemple le projet des 100 pages, qui est ici à Montréal. En fait, il y a un collectif qui vient de commencer aussi, qui est dans le même ordre d'idée que les 100 pages. Ça s'appelle le collectif Biais de genre, qui est sous la direction, je pense, de l'Université de Montréal. Et puis, les projets comme ça contribuent à combler les lacunes et à encourager la création et l'amélioration d'articles sur les femmes et les minorités de genre à travers le monde. Parce que le projet Les 100 pages, c'est vraiment international. Toutefois, il y a un chiffre qui illustre bien l'ampleur du travail à faire. Il y a seulement 10% des contributrices qui s'identifient comme étant des femmes sur la wiki francophone. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. La faible représentativité a un impact direct sur la diversité des contenus et des perspectives présentes sur la plateforme elle-même. C'est pourquoi c'est essentiel, en fait, de continuer à sensibiliser et à soutenir les nouvelles contributrices, à organiser des événements collaboratifs pour rendre Wiki plus inclusive et représentative de la diversité des savoirs. Si après ça, on regarde en fait les fossés dans Wiki par rapport au Québec, ça c'est il me semble qu'ils ont été, on dit le Québec en 2023, mais je pense que les données ont été mises à jour ce matin même. Donc, c'est le Québec en 2025, le 21 janvier. Merci Michael d'avoir mis à jour. Alors ici, on voit qu'il y a un déséquilibre géographique en analysant la répartition des articles par pays sur la Wikipédia francophone. Et alors, on voit la disparité. Puis ça, c'est des pages francophones sur, par exemple, l'Espagne. Donc, quand le contenu est francophone et parle d'un autre pays. On peut voir que la France, il y a 16,71% des pages qui sont en français. Par contre, quand on regarde les autres pays, on voit 9, 3%, tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plus de pages francophones sur l'Espagne qu'il y en a sur le Québec. Donc, on voit qu'il y a une forte concentration des contenus francophones sur certains pays, sur certaines régions, notamment la France et l'anglophonie anglaise et états-unienne, au détriment de d'autres territoires francophones comme le Québec. C'est quand même assez surprenant quand on regarde ça de cette façon. Après ça, si on ventile encore d'une autre façon, si on regarde la francophonie canadienne avec 4 exemples, parce qu'il y a d'autres bassins francophones, mais on peut penser au Québec, à l'Acadie, à l'Ontario français et à l'Alberta francophone. On voit que nous, au Québec, en situation francophone majoritaire dans le territoire québécois, mais minoritaire dans le territoire canadien, on voit qu'il y a près de 36 000 articles reliés au portail Québec. Puis pour ceux qui ne savent pas, en fait, un portail dans Wiki, ça peut être défini comme une page générale sur un sujet spécifique. Puis avec chaque portail, il y a également des projets qui sont en quelque sorte une structure de bénévoles qui vise à améliorer le contenu sur le portail. Donc, le portail Québec a plusieurs projets, genre les ponts de Québec, ça rentre dans le portail Québec. Les grandes figures politiques du Québec, c'est un projet qui fait partie du portail Québec. Donc, pour le portail Québec, on a 36 000 articles. L'Acadie, c'est 2045. Puis ça, c'est des chiffres d'aujourd'hui même aussi. Là, si on tombe en Alberta francophone, donc qui est quand même en situation linguistique minoritaire quand même assez profonde, on parle de 75 articles. Donc, même pas une centaine d'articles sur la francophonie en Alberta en français. Alors, on voit que la situation est quand même très difficile. Les représentations sont presque invisibles. Là, qu'est-ce qu'il en est pour les queers? Où sont les queers sur la wiki? Bien, c'est pas très fort non plus. Donc, la communauté LGBT au Québec, on parle il y a quand même eu une petite augmentation d'une dizaine de pages entre 2020 et 2023.
Puis à l'intérieur du Canada, si on exclut le Québec, il y a à peu près le même nombre de pages. C'est vraiment minime comme représentation de la communauté sur Wiki. Puis pourquoi est-ce que c'est important de vous montrer justement tous ces aspects quand on parle de la diversité de la francophonie, de la géographie, tout ça? Ben, en fait, c'est que ça nous rappelle un petit peu le concept des intersections, donc de l'intersectionnalité, que je suis presque convaincue que tout le monde ici doit savoir c'est quoi. Donc, je vais faire un récapitulatif. Mais on voit que les systèmes d'oppression, des médias qui sont sexistes, qui sont racistes, tout ça, ben, on le voit aussi dans la wiki. Et alors, ça crée une invisibilisation des communautés historiquement marginalisées sur la wiki aussi. Puis en fait, c'est en regardant ça qu'on peut apporter en fait des solutions, qu'on peut décider, ben ok, ben on voit que il y a une représentation sexiste par le manque de données, pas parce que le contenu lui-même est sexiste, parce qu'il y a un manque de contenu. Et il faut aller essayer de l'augmenter. Puis si on regarde, pour y aller, là, le plus loin qu'on peut aller dans la ventilation des données, quand on regarde les communautés LGBT au Québec, on peut voir en fait qu'il y a une augmentation, un petit peu comme on a vu pour le biais de genre, il y a une petite augmentation, donc on est passé de 18 à 20 de biographie pour les femmes. Ici, il y a une minime augmentation aussi pour la représentation au Québec, mais c'est très, très lent. Et surtout quand on pense que le reste de l'océan wikipédien anglo-cis hétéronormatif, lui aussi augmente, parce que eux, ils n'arrêtent pas de créer ce contenu-là, ben on pourrait sentir qu'on se noie un petit peu. Puis en fait, on n'a pas des données qui sont ultra ventilées. Donc, ce serait difficile même d'aller voir ben, le contenu francophone au Québec LGBT. Si je pense, par exemple, à mes cocottes qui sont lesbiennes, donc ma Maya et ma Camille, puis leur petite sœur Madeleine, en fait, il y a presque zéro représentation de la communauté des jeunes lesbiennes en milieu rural francophone. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 5 pages en tout et pour tout qui représentent l'histoire, qui représentent les polémiques, qui représentent la culture, qui représentent les grandes femmes lesbiennes de leur génération. Donc, comment est-ce qu'elles font, elles, pour aller chercher de l'information, pour retrouver leur communauté? Bien, ça devient très, très difficile, en fait. Puis elles se sentent ça peut avoir des répercussions sur la représentation, sur l'anxiété, sur le stress, surtout pour des jeunes ados qui essaient de trouver leur identité, puis de ne pas se voir nulle part, de ne pas se voir dans une encyclopédie. Elles peuvent se demander si c'est même possible d'arriver à être normal dans une société qui ne normalise pas en fait leur vie, la vie qu'elles vivent. Donc, on a besoin de continuer en fait à augmenter cette représentation-là. En 2018, si je ne me trompe pas, on avait justement créé au laboratoire de recherche en données numériques à l'Université d'Ottawa, on avait organisé un marathon avec le réseau des lesbiennes du Québec pour justement augmenter la représentation des femmes queer sur Wiki. Puis, il faudrait justement continuer à faire ce type d'activités, en fait, pour améliorer cette représentation et cette diversité sexuelle et pluralité des genres sur la wiki. Je trouve ça quand même intéressant parce que quand je pense quand moi j'ai grandi, c'était presque, il y avait vraiment aucune représentation de la diversité sexuelle. C'était comme une normalité que ça n'existe pas. Aujourd'hui, en 2026, quand tout le monde parle de heated rivalry, c'est difficile de comprendre pourquoi sur la wiki, en fait, il n'y a pas plus de représentation de cette diversité, justement. Parce que ça commence à être plus commun. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais ça commence à être un petit peu plus commun de parler de cette diversité-là. Donc, on voit qu'il y a quand même un travail à faire. Puis pourquoi est-ce qu'il y a ces enjeux de visibilité? On peut se demander, ben pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans Wiki? En fait,
il y a deux enjeux principaux. Il y en a une que c'est les sources secondaires qu'il faut utiliser pour bâtir ce contenu. Et puis, c'est un fossé géographique des contributeurs et contributrices. Donc, quand on parle de wiki qui repose sur des sources secondaires vérifiables pour établir l'admissibilité d'un sujet, dans le cadre de la francophonie canadienne, les sources disponibles proviennent souvent des médias locaux, comme Radio-Can, la presse, Le Devoir, l'École de l'info. Ça souligne l'importance du rôle journalistique francophone qui, par leur travail, contribuent directement à la visibilité et à la documentation de la communauté francophone LGBT sur Wiki. Mais ça représente aussi un biais qui existe déjà dans ces médias-là. Donc, il y a des lacunes de représentation dans Wiki, mais il y a aussi des lacunes de représentation dans le système médiatique qui est lui-même biaisé. Alors, c'est qui est biaisé envers un univers cis hétéro et les deux sont liés. Si on n'a pas de source secondaire, ben on peut pas créer du contenu sur Wiki parce qu'on a besoin de ces sources-là. Le deuxième facteur qui explique le peu de contenu francophone, c'est le nombre de contributeurs et contributrices actifs au Canada qui est très, très faible comparé aux 5000 contributeurs actifs en France. Juste un petit rappel, contributeur, contributrice actif, ça veut dire personne qui a effectué au moins 5 modifications euh, sur la Wikipédia dans le mois courant. Donc, puis, quand on parle de France, quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il y a quand même, je l'avais mis un petit peu plus haut là, dans le contexte d'intersexualité, c'est qu'il y a quand même encore une petite culture ça. Il y a quand même une petite culture impérialiste dans la wiki, c'est-à-dire que pour la France, comme Michael l'a nommé un petit peu plus tôt, pour les contributeurs français de France, il y a du contenu qui n'est pas nécessairement qui ne pensent pas être nécessairement notable dans leur vision des choses comparativement à la vision ici au Québec ou en Alberta francophone. Par exemple, nous, on peut penser que la presse, Le Devoir, l'École de l'info, ce sont des sources valides pour ajouter des sources à du contenu. Par contre, en France, on a dû travailler fort pour que ces médias-là soient reconnus comme étant des sources secondaires vérifiables, fiables et qui représentaient bien le contexte ici au Canada, parce que pour les Français, ils ne considéraient pas ça comme des médias nationaux, mais plutôt comme des médias locaux. Et des médias locaux en France ne sont pas considérés, dans tous les cas, comme des sources fiables d'information. Donc, voilà, il y a tout cet enjeu-là de sources secondaires, des contributeurs. Puis, ça soulève en fait une question, est-ce que les francophones du Canada ignorent en fait qu'ils peuvent contribuer à Wikipédia en français? Est-ce qu'ils préfèrent le faire sur la version anglophone? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à traduire? Est-ce qu'ils manquent de sources? Parce que pour écrire en fait sur des sujets, si je prends l'exemple, je pense que je l'ai ici en fait. Est-ce que vous voyez encore mon écran? Est-ce que vous Oui, voyez la page de Gisèle? oui, Oui, OK. Donc, quand on prend l'exemple de Gisèle ici, ça prend quelqu'un qui est intéressé, en fait, à ce contenu, qui a envie d'écrire sur Gisèle Lullaby. Ça vient d'un intérêt. Donc, si 90% des contributeurs sur la wiki sont anglophones, sont cis, sont intéressés à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, des trains, des choses qui, stéréotypées, oui, mais qui sont du contenu plus cis-hétéro, mais c'est sûr que cette page-là, elle ne va pas se développer plus qu'il faut. Puis ici, on voit, c'est en français, c'est en anglais, c'est en espagnol, en portugais et en turc, et c'est même pas en français. Pourtant, c'est une notoriété canadienne, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il soit au moins traduit en français. Voilà cet exemple-là. Ah, je te passe la parole. Oui. merci Pascal. Donc, comme elle avait souligné, en fait,
On remarque qu'il n'y a qu'à peu près 300 Canadiens qui participent à la Wikipédia francophone. On peut comprendre pourquoi il y a certains articles sur de la culture francophone locale qui ne sont que disponibles en anglais. Parce que sur la Wikipédia anglophone, il y a à peu près 3000 Canadiens qui contribuent au moins 5 modifications par mois sur la Wikipédia anglophone. Euh, et cette sorte de distribution de contributeurs c'est pas unique à la langue française où il y a une dominance d'une ancienne puissance coloniale, mais la France maintient quand même une sorte de domination sur la Wikipédia francophone que l'Espagne et les États-Unis n'ont pas ou l'Angleterre aussi, que l'Angleterre n'a pas sur leurs versions respectives. Donc, pour l'hispanophonie, en fait, on voit que les autres pays hispanophones font une sorte de contrepoids à l'Espagne et les autres pays anglophones font un contrepoids aux États-Unis, qui force les États-Unis et les Espagnols à faire des compromis. Donc, lorsqu'on regarde les règles sur la Wikipédia francophone, les règles fonctionnent très, très, très bien pour les sujets qui sortent de Paris et c'est plus difficile pour les sujets qui sortent d'Abidjan, de Montréal, de Cotonou, etc. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas encore la capacité d'avoir un contrepoids. Si on additionne l'ensemble des autres contributeurs francophones hors la France, on fait peut-être 1500 personnes. Il y a une domination française, mais c'est quelque chose qui peut changer parce que je ne crois pas que les Français ne sont pas mauvaises dans cette situation-là. Ces personnes s'intéressent à des règles qui fonctionnent pour leur contexte et parce qu'il n'y a pas tant de Canadiens ou de Belges ou de Suisses ou d'Ivoiriens que ça qui contribuent à la Wikipédia francophone, ben, il n'y a pas assez de voix pour revendiquer une sorte d'assouplissement, une évolution des règles pour permettre à faciliter la tâche de rédiger sur des sujets locaux qui sont hors la France. Donc, et ça nous amène à la prochaine diapositive où oui, j'ai une citation qui m'a beaucoup inspiré en 2017 lorsque j'ai commencé à contribuer à Wikipédia. Cette citation, ça vient de Kelly Doyle, qui est une ancienne Wikipédienne en résidence pour l'équité et pour les gens à l'Université de la Virginie occidentale. Elle a aussi travaillé longtemps à Smithsonian en tant que Wikipédienne en résidence. Et ça, c'est une traduction libre que j'ai tirée de son chapitre sur le biais du genre où elle raconte que le capital culturel de Wikipédia est tel que le fait d'y exister dénote un certain niveau de pouvoir et d'importance. Le fait de juger quelque chose ou quelqu'un de vraiment significatif ou insignifiant par sa présence ou par son absence sur Wikipédia peut s'avérer préjudiciable. Les lacunes inhérentes au sujet et à la rédaction servent à renforcer les modèles historiques et inégaux de validation et d'évaluation des connaissances. Donc, cette citation m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait que si quelque chose n'est pas sur Wikipédia, est-ce que les gens vont penser que c'est pas important? Pourtant, ça pourrait être un sujet important, c'est juste que ce n'est pas encore sur Wikipédia. Et je réfléchis beaucoup à ça dans un monde actuel où on pense que tout existe sur l'Internet. Travaillant dans une bibliothèque, je le vois tous les jours. Il y a des gens qui sont assez encore étonnés de voir qu'il y a que des choses qui existent en format papier. On oublie en fait que la plupart de l'information et de la connaissance humaine est en format papier encore. C'est ça, ça va prendre je crois, des centaines et des centaines d'années pour que les bibliothèques puissent numériser des choses qui ne sont pas encore numérisées. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'informations modernes qui est disponible sur l'Internet, mais plutôt des choses historiques qui sont encore caché dans le papier physique. On peut aller à la prochaine diapositive, je crois. Et donc, j'aimerais partager avec vous une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à contribuer activement dans les projets Wikipédia. C'était vraiment cette idée. Peux-tu reculer une diapo, Pascal? Voilà. Je me suis dit, j'ai commencé à penser, parce que moi, j'ai commencé à participer à Wikipédia en 2017. C'était l'été de Fierté Montréal Canada, où c'était les 350e anniversaire de la ville de Montréal, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Il y avait une énorme, beaucoup d'activités le mois d'août 2017. Et c'est ce mois-là où j'ai commencé à participer. Il y avait aussi Wikimania, qui est le grand congrès des gens qui contribuent au projet Wikipédia, qui est venu à Montréal cet été-là. Et
c'était aussi l'été où j'ai découvert une émission de télé-réalité, RuPaul's Drag Race, et j'ai commencé à pitonner sur Wikipédia. Je me suis rendu compte, en fait, que les drag queens québécoises très connues, comme Mado Lamotte, avaient des pages extrêmement inférieures aux pages qui portaient sur ces drag queens états-uniennes, qui, bon, tu sais, on sait que la culture états-unienne est très imposante à travers le monde, mais je me suis dit, tu sais, Mado Lamotte était sur la télé québécoise depuis des années, des années, des années. Genre, elle est très, très connue, mais il y avait peu de gens qui s'intéressaient à la rédaction de sa page ou de la mise à jour de sa page. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres drag queens comme Barbada et Rita Baga qui n'avaient pas de page Wikipédia. Puis je me suis rendu compte qu'on avait des auteurs et des autrices assez connus qui n'avaient pas des pages Wikipédia. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des jeunes qui ne voient que la culture états-unienne sur la Wikipédia francophone, la culture queer états-unienne sur la Wikipédia francophone. Est-ce qu'ils vont se demander, ah, ça n'existe pas chez moi, si je veux être queer ou gay ou lesbienne, il faut que je le vive dans une autre réalité. Peut-être il faut que je le fasse en anglais dans un autre pays. Parce que c'est pas sur une des sources d'information les plus consultées. Bon, peut-être avec l'IA générative, ça va changer mon questionnement, mais ça, c'était avant l'IA générative. Donc, je me suis dit, bon, il faudra qu'on essaie d'augmenter cette quantité de représentation, surtout pour les personnalités publiques qui sont très connues du grand public québécois. Ces personnes devraient avoir des pages Wikipédia. Et c'était là où on s'est rendu compte, quand j'avais commencé à veiller sur le contenu LGBTQ+ au Québec, il y avait à peu près une centaine d'articles qui étaient clairement indiqués comme les articles LGBT. Donc, depuis 2017, il y avait une augmentation du contenu LGBT québécois sur la Wikipédia francophone, mais pas énormément. Et ça revient à ce que Pascal nous a raconté. Il y a un défi de source. Je crois qu'il y a une volonté peut-être des gens de contribuer à Wikipédia, mais le défi, c'est on n'a pas assez de sources secondaires. Mais heureusement, il y a des chaires de recherche comme celle-ci. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet-là, de la représentativité. Et qui sait, peut-être ce phénomène avec cette émission de télé sur le hockey va peut-être encourager plus de personnes à s'intéresser au sujet queer dans les grands médias. Pascal, je crois que c'est toi maintenant. Donc, en fait, comme Michael l'a dit, en fait, il y a de l'espoir parce que il y a des gens qui s'investissent, qui investissent beaucoup de temps, d'énergie dans la wiki. Je prends l'exemple ici de Jessica Wade, qui est une physicienne britannique au laboratoire Blacklead de l'Imperial College de Londres. Son travail de sensibilisation du public aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux mathématiques vise à promouvoir la place des femmes en physique et à lutter contre les préjugés systémiques tels que les préjugés sexistes et racistes sur la wiki. Entre 2018 et 2024, elle a rédigé plus de 2000 biographies sur les femmes et autres majorités globales sur la wiki. Donc, si on demandait à Wiki qui étaient les femmes remarquables dans le domaine scientifique avant 2018, il aurait manqué 2000 personnes au moins. C'est sûr que ça aussi, c'est important parce que ça vise à inciter les femmes à rejoindre le domaine des STEM. C'est certain qu'on peut pas tous être qu'on peut pas tous être comme Jessica. On n'a pas tout autant d'intensité, de ressources que cette physicienne, mais on peut toutes et tous faire un petit bout de chemin. Alors, par exemple, il y a des profs qui ont commencé à intégrer Wiki dans leur curriculum. Des étudiantes se chargent du travail en classe. Il existe vraiment plusieurs ressources pour apprendre à faire du wiki avec les élèves. Moi, je le fais dans les cours que j'enseigne aussi. On leur donne les moyens de savoir que leurs travaux sont utiles, qu'ils ont un public, qu'ils peuvent faire une différence. Puis il y a aussi des organismes dans le milieu de la biblioéconomie qui organisent des activités en lien avec Wiki, des formations, des marathons d'édition, des boîtes à outils. Donc, il existe en fait une panoplie d'activités et de documentation pour aider les gens à aller augmenter le contenu et raconter leur histoire sur la Wiki. Là, c'est sûr qu'on ne fait pas parler en fait de Wiki sans parler des IA. Ça revient souvent dans les nouvelles, surtout depuis l'arrivée de Grokpedia. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler là, il y a quelques mois. Donc, la version Wiki de Elon Musk. Puis justement, c'est
avec des sites miroirs comme ceux-là où 80% de l'information en fait vient directement de Wiki, avec la hausse de la désinformation, puis des topos rapides là, générés par les IA qu'on voit là, quand on fait une recherche par exemple sur Google, que Wikipédia risque de s'effondrer. Parce que c'est certain qu'avec l'arrivée des IA, les gens ils ne voient plus nécessairement d'où vient cette information-là. Ils lisent le petit topo, mais ils réalisent pas que les IA ont été entraînés par la wiki. Et si la wiki demeure biaisée, ben, toutes ces informations-là sur lesquelles les IA s'entraînent demeurent biaisées aussi. Puis avec des sites comme Grokopedia, ben ça fait juste augmenter en fait l'espèce d'écart entre la représentation qu'on a de notre monde et le monde tel qu'il est en réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment continuer à s'investir dans le développement de la Wikipédia, de la Wikidata, de Wikicommons, de tous les projets Wiki. En fait. Et à titre d'exemple, juste dans les prochains quelques mois, on a justement des activités qui s'en viennent que je vous recommande fortement à participer. Donc, il y a le colloque Lesbo Queer avec le RLQ le 5 et 6 mars 2026. Donc, ça s'en vient bientôt. On sera là justement. Je ne sais pas si Michael sera avec moi, mais moi, je serai là, c'est sûr. On a Voix Franco le 22 mars à la BANQ à Montréal. Et on a Queering Wikipédia qui s'en vient en octobre 2026. On est en train justement de planifier la programmation, les offres de programmes, les projets, tout ça. Donc, je vous invite à rester à l'affût pour ces événements-là. C'est à ton tour, Michael. Parfait, merci. Je... Donc, moi j'aime beaucoup garder une sorte de diapositive au cas où le monde se demande, mais comment est-ce que moi, concrètement, je peux participer à Wikipédia? Ça peut être des choses petites. Peut-être vous voyez des erreurs lorsque vous lisez une page, mais sachez que vous avez tout le pouvoir de les changer. Si c'est pour mettre à jour une référence, parce que on sait que la recherche évolue, la recherche avance, et peut-être qu'il y a une vieille référence qui est utilisée lorsque peut-être il y a quelque chose de nouveau qui pourrait être mieux. Ou peut-être il y a des informations désuètes et vous connaissez qu'il y a cet article qui vient de sortir, on devrait le citer et peut-être modifier la phrase. C'est assez simple. On peut aussi réfléchir à peut-être améliorer des articles existants en reformulant les phrases ou des sections ou carrément rédiger de nouvelles sections. Euh, on est dans la campagne une bibliothécaire, une référence, où la Fondation Wikimedia demande aux bibliothécaires et aux gens d'une manière générale d'ajouter des références scientifiques à des pages Wikipédia qui manquent des références scientifiques. Et sachant que nous travaillons dans les universités, on est très, très, très sollicité par la Fondation Wikimedia parce que nous avons accès à des milliers, des milliers, des milliers de revues scientifiques et de bases de données que monsieur, madame, tout le monde, où ces ressources-là sont inaccessibles pour monsieur, madame, tout le monde. Finalement, on peut rédiger des nouveaux articles de Wikipédia comme une manière de contribuer. Ça, c'est vraiment des manières directes de contribuer. Mais moi, puisque on est dans une conférence avec une chaire de recherche, je me dis, il y a d'autres manières aussi de contribuer. Ça peut être de simplement étudier Wikipédia, que ça soit un objet de recherche pour vous. Vous verrez qu'en fait, il y a beaucoup de domaines qui étudient Wikipédia. Ça peut être, c'est très étudié en communication, mais on peut l'étudier dans beaucoup de domaines différents. On peut exploiter ces réseaux. J'imagine que on a des contacts avec des journalistes, avec des gens qui travaillent dans les médias. Il faut que ces personnes soient sensibilisées au pouvoir que ces personnes détiennent dans la visibilité de nos communautés queer. Et je crois qu'il y a de plus en plus de journalistes au Québec qui s'intéressent à ça. Notamment, on avait vu au Voix Franco l'année passée, cet événement annuel à la Bibliothèque nationale du Québec. Il y avait des médias qui étaient présents. Donc, il commence à avoir de l'intérêt de la part des médias. Puis en plus, pour ceux et celles qui enseignent, ça peut être un outil fantastique, ça peut être un outil pédagogique où on peut carrément effacer un devoir jetable dans notre plan de cours et le remplacer avec un devoir durable. Et j'avais fait ça avec un cours à McGill en poésie québécoise et un cours à l'Université d'Alberta, je regarde le temps. Et dans le cours en poésie québécoise à l'Université McGill,
les étudiantes ont créé 16 nouveaux articles qui portaient sur des poétesses québécoises. Sans ce travail de ces élèves-là, on aurait, bon, on a contribué aussi à fermer un petit peu le fossé du genre qui est présent sur Wikipédia. Et dans le cours à l'Université d'Alberta, dans le campus francophone, je crois qu'on a eu un nouvel article qui a été créé sur une franco-albertaine et il y avait 2 ou 3 articles qui ont été améliorés. Donc, lorsqu'il n'y a que 75 articles qui portent sur l'Ontario, c'est pas l'Ontario, mais l'Alberta francophone, donc un article de plus, ça termine par être quand même assez significatif. Donc, je vous encourage de regarder Wikipédia comme un objet pédagogique et aussi un objet de recherche. On peut avancer. Euh, Si jamais vous cherchez de l'inspiration, où est-ce que je peux aller chercher des gens avec lesquels je pourrais travailler? Ben, on avait parlé très brièvement au début, il y a des projets, des portails. Donc, je vous ai donné ici le lien vers le projet LGBT, mais vous voyez dans le milieu, ça dit que le projet LGBT n'est pas modifié pour le moment. Donc, pour moi, ça m'indique que peut-être le projet, il n'y a pas tant de gens qui contribuent à ce projet-là. Mais en général, les gens qui se retrouvent autour du projet LGBT, c'est à l'échelle mondiale qui s'intéresse à l'amélioration du contenu LGBT. Le prochain, c'est la catégorie LGBT au Québec. Si vous voulez veiller un petit peu sur les articles qui existent déjà, qui ont été classifiés un petit peu comme les catalogues de bibliothèques, les bases de données ou même les réseaux sociaux, il y a ce qu'on peut appeler des mots-clics, des vedettes matières qui sont attribués à chaque article dans Wikipédia à la toute fin de la page. Dans Wikipédia, il les appelle les catégories. Donc, il y a plusieurs catégories et sous-catégories qui portent sur tout ce qui est LGBT au Québec, si ça vous intéresse de vous plonger plus profondément pour voir. Il y en a sans doute une page Wikipédia qui existe sur la chaire de recherche mais je ne sais pas si le nom a été mis à jour depuis que c'était renommé il y a quelques années. Finalement, pour vous qui vous retrouvez à l'UQAM, vous avez des experts et expertes internes. Peut-être vous connaissez Jean-Michel Lapointe. Euh, c'est votre, euh, c'est votre grand prêcheur de tout ce qui est Wikipédia. C'est un collègue, il était au conseil d'administration à Wikimedia Canada avec moi, puis c'est un ancien qui était aussi mon homologue bibliothèque en littérature française. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble tous les deux. Et lui, c'est vraiment un expert en Wikipédia à l'UQAM. Puis je sais qu'il a déjà épaulé des professeurs qui voulaient intégrer des- les devoirs Wikipédia dans le contexte de leur cours. Et vous avez plusieurs bibliothécaires qui se retrouvent dans vos bibliothèques universitaires qui font des activités Wikipédia. Notamment, je sais que Boris ou Simon Lapointe, j'oublie exactement qui, mais il y aura une activité le mois de mars à l'UQAM pour le mois de la contribution francophone. Donc, c'est vraiment le fun parce que les mots vous encourage vraiment à boire notre Kool-Aid et de venir participer à Wikipédia avec nous. Euh, Parce que c'est vraiment une manière très intéressante de contribuer à l'amélioration de la visibilité des communautés marginalisées au Québec, mais simplement si on pense au Québec d'une manière globale, presque l'ensemble du contenu de chez nous et de la francophonie canadienne, c'est marginalisé sur la Wikipédia francophone. Sur ça, je vais m'arrêter. Il y a des suggestions de lecture si vous voulez aller un petit peu plus loin. Et sinon, ça nous fera plaisir de prendre des questions, de discuter, peut-être de même vous entendre. Est-ce que vous avez déjà contribué à Wikipédia ou l'utiliser dans le contexte d'un cadre de cours? Euh, c'est ça. Donc, merci.